quand j'ai commencé le football, j'étais pas le meilleur joueur du tout de mon équipe. D'arriver au cégep, j'ai pas été recruté au cégep. Je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe avec mon casque, puis j'ai fait comme, hey coach, est-ce que je peux jouer? Laurent Duvernay-Tardif, le joueur de football, l'étudiant en médecine, le petit Laurent, là. J'ai jamais été petit, hein. C'est quand même un peu triste dans notre société de faire choisir des jeunes à un si jeune âge un sport. T'sais. Je pense que l'approche est quand même en train de changer. La surspécialisation puis la performance à tout prix à un jeune âge, ça exclut aussi beaucoup de monde. Pour chaque champion qu'on crée à 13 ans, combien de décrocheurs sportifs on crée? Puis... Si on te demandait de donner 3 conseils à nos jeunes sportifs... D'écouter le podcast, de le résumer, de le lire à voix haute, puis ça va être à peu près ça. Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Leno, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors Laurent, bienvenue sur le Sideline. On est super contente de t'avoir. Puis tu sais que le Sideline, nous, on vise vraiment à promouvoir la pratique sportive des activités physiques de façon saine. Et notre population cible, c'est vraiment les jeunes et leur écosystème, mais vraiment particulièrement les jeunes pour les sensibiliser à des blessures. C'est pour ça qu'on t'a invité aussi pour voir ton parcours un peu d'athlète et d'athlète étudiant aussi, qui est important à savoir. Et ce qu'on demande toujours en commençant, c'est ton enfance. Tu sais, on connaît Laurent Duvernay-Tardif, le joueur de football, l'étudiant en médecine, mais le petit Laurent, là, qui... Ah, j'ai jamais été petit, hein. Mais, ouais, non, j'étais un peu du côté hyperactif. OK. Ouais, je pense que j'avais besoin de vraiment bouger quand j'étais jeune. J'étais pas nécessairement l'étudiant le plus discipliné. OK. Les gens pensent que j'ai toujours été bon à l'école, mais en secondaire 1, secondaire 2, je coulais mes productions écrites. C'était pas comme facile pour moi nécessairement à l'école. J'aimais les sciences, mais tout ce qui était français, anglais, c'était plus difficile. Puis le sport a toujours été un échappatoire, puis une façon de canaliser mon trop-plein d'énergie. Puis le football est arrivé tard dans ma vie quand même. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Mais tu sais, que ça soit le ski de fond, le soccer, le basketball, le hockey, je veux dire, j'en ai fait des sports. Puis pour moi, c'est... Quand je suis tombé sur le football, j'avais 15 ans, puis c'était comme le parfait équilibre pour moi entre un sport très physique, très demandant, mais aussi un sport très stratégique. Puis plus j'ai avancé dans le football, plus je me suis rendu compte que la stratégie prenait une place importante. Puis tout le côté cérébral, non pas des commotions cérébrales, mais de l'analyse du jeu, des bandes vidéo, des stratégies. Okay. Moi, c'est ce qui me passionne. Pour ceux qui connaissent pas le football, je leur dis souvent, dans la NFL, le football, c'est comme jouer aux échecs, mais il faut le contact. Puis c'est cette dualité-là que je trouve qui m'a accroché puis qui a fait que j'ai voulu continuer ce sport-là au plus haut niveau. Puis c'est qui t'a initié au football? Tu t'as dit que t'as fait du hockey, t'as fait comme plein d'autres sports. C'est vraiment mon cousin, en fait. Mon cousin, il jouait au football à l'époque. Quand j'avais 15 ans, il jouait sa première année de football à André Grasset. C'était un peu comme mon mentor de jeunesse, là, je voulais faire comme lui. Puis c'est aussi mes parents, je pense, qui m'ont amené vers ce sport-là. Après avoir cassé 4 portes moustiquaires à la maison, s'être chamaillé avec tous mes amis, c'était comme « OK, Laurent, je pense qu'on a trouvé le sport pour toi. » Puis comme de fait, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Qu'est-ce que ce serait l'élément clé dans ton enfance qui a fait que tu as eu cette carrière-là? Je pense que c'est l'encadrement familial, j'aurais tendance à dire. Ouais. Ouais, parce que... Je veux dire, des bons athlètes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ceux qui sont capables de pousser leur sport à un haut niveau, premièrement, il y a une question de moyens, il y a une question de lift aussi. Là, si mes parents m'avaient pas fait tous les lifts que j'ai eus, puis aussi juste de me dire, fast-forward, en médecine, quand j'ai décidé de mettre sur pause médecine alors qu'il me restait 16 mois avant d'avoir mon doctorat en médecine, d'avoir des parents... visionnaires, rêveurs, qui disent comme « go, fonce », puis pas de pression. J'ai jamais senti que mes parents m'ont mis de la pression, mais j'ai toujours senti qu'il y avait cette espèce de filet-là pour me rattraper si je tombais, puis peu importe si je montais plus haut, le filet montait avec moi, donc la chute était pas si grande, fait que c'était toujours plus facile de prendre des risques, puis je pense que ça, je suis extrêmement reconnaissant de la façon que mes parents m'ont éduqué, puis la façon que mes parents m'ont supporté aussi à travers ma carrière de sportif, mais dans
toutes les sphères de ma vie aussi. Puis, dans l'enfance, il y a toujours la phase de l'adolescence. Tu sais, quand on regarde un petit peu ton parcours dans les médias, tout ça, ça a l'air parfait, rose et avec des licornes. Mais à l'adolescence, il y a toujours comme des fois des petites frictions, des choses comme ça, parce que, tu sais, oui, le système parental est super important, mais est-ce que comment ça a été, toi, à l'adolescence? Ben, avec mes parents, ça s'est bien passé. Pour vrai, je veux dire, notre chimie familiale des Duvernay tardifs est quand même assez impressionnante. Tu sais, même encore aujourd'hui, mes parents sont plus ensemble, mais tu sais, on a encore cette connexion-là profonde, puis j'aime mes sœurs profondément. Puis, fait que je pense pas que j'ai pas vécu un gros clash de crise d'adolescence. Mais je pense qu'à l'école, par contre, ça, je l'ai vécu un petit peu. Ça a été une transition difficile pour moi du primaire au secondaire. J'étais vraiment qualifié d'un élève qui était turbulent. OK. Mais je pense que j'étais turbulent parce que je posais beaucoup de questions. Tu sais, je voulais comprendre, puis quand je comprenais trop vite, ben, c'était important pour moi de dire à tout le monde que j'avais compris. Fait que c'était clairement pas viable dans une classe de 30, mais fait que j'ai dû m'adapter beaucoup. Puis je pense aussi le fait que j'étais grand, que j'étais quand même assez massif et fort pour mon âge, ben, ça faisait en sorte que un petit chamaillage amical, des fois, pouvait virer avec quelqu'un qui saigne du nez, puis là, c'était comme moins drôle tout d'un coup. Fait ouais, il a fallu que je m'habitue quand même, puis le football a eu a eu ça de positif pour moi, de vraiment canaliser mon trop-plein d'énergie, puis tu sais, l'école était à 15 km de chez nous, j'y allais en vélo les matins, je faisais ma pratique de badminton, j'allais à l'école, je jouais au hockey sur l'heure du midi, puis après l'école, je partais, j'allais jusqu'à Belleuil de Saint-Hilaire, j'allais à ma pratique de foot, je faisais la pratique de foot, mes parents venaient me chercher, puis je dormais dans l'auto, puis j'allais me coucher. Ouais. Tu sais, ça, c'est ce que j'avais de besoin pour être capable de fonctionner. Fait que tu faisais beaucoup des sports organisés. Est-ce que tu faisais aussi des sports, tu sais, comme hockey, badminton, tout ça? C'est toutes des choses, tu sais, avec un coach, etc. Mais est-ce que tu faisais aussi des sports comme par toi-même un peu? Ben, je sais que le vélo, oui, mais... Ben, on faisait beaucoup de ski de fond dans la famille. Je pense que le sport familial chez nous, ça a été le ski de fond pendant des années. Beaucoup de hors-piste, beaucoup de comme on monte cette montagne-là, let's go en famille. Fait que oui, il y a eu des sports plus libres et moins encadrés. Mais je suis pas quelqu'un qui va faire du jogging parce qu'il aime faire du jogging. On dirait que j'ai besoin du côté équipe. Puis je pense que ce cadre-là, cet aspect compétitif avec des règles, on dirait que moi, c'est un environnement qui me plaît plus que de bouger pour bouger, mettons. Puis ça je sais que dans mon après-carrière, ça va être un enjeu parce que je passais probablement d'un des sports les plus militaires qui existent, qui est le football. Et puis là, d'un coup, il faut que je trouve qu'est-ce qui me donne envie de bouger par moi-même, parce qu'il y a moins de contexte à 32 ans pour faire du sport organisé, je pense, que quand on a 13 ans. Il n'y a pas de ligue de football. Ben non, quand t'accroches tes crampons, c'est fini. Fait que c'est pas comme le hockey, c'est pas comme d'autres sports. Fait que, puis je comprends aussi, c'est un sport qui est tellement physique, qui est tellement... moi, je comprends pas qui voudrait être joueur de ligne offensive à 40 ans juste pour le fun avec ses chums. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, là, une question, ben en fait, c'est une question qu'on pose à plein de monde qui viennent au podcast, plein d'athlètes. Tu dis que tu as commencé le football à 15 ans. Ça, c'est super important pour nous parce que nous, dans le fond, dans notre clinique, c'est des jeunes qui ben, c'est des jeunes. Puis 15 ans, pour eux, c'est vraiment vieux, là. Ben oui, je sais. Je sais. Puis aux États-Unis, mes confrères ont commencé à 6 ans. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de parents qui sont comme... on a des petits de 7 ans, par exemple. Leur enfant a besoin de 2-3 mois de pause. Puis là, c'est la catastrophe. Tu sais, c'est la fin de leur carrière professionnelle. Ah non. Puis au contraire, je pense que d'avoir la chance de faire plusieurs sports quand tu es jeune, ça fait que tu bâtis des habiletés physiques fondamentales qui sont pas, mettons, présents nécessairement dans le football. Autrement dit, apprendre à bien lancer un ballon, ben t'apprends pas ça en jouant au football parce qu'il y a seulement une personne qui lance le ballon. Mais si tu joues au badminton, si tu joues au tennis, tu développes des mécaniques qui te permettent d'être un meilleur lanceur. Puis je pense qu'après ça, tu peux appliquer ça dans ton sport. Puis pour moi, c'est plus tu fais des sports diversifiés, variés quand tu es jeune, plus tu bâtis. Moi, s'il y a une chose que je reproche à mes parents, c'est de ne pas m'avoir inscrit à des cours de track and field quand j'étais jeune pour pouvoir bien courir. Ouais. Mettons, ça, je trouve que c'est la base de tout, puis je trouve que je cours pas bien. Mais oui, moi, je pense qu'il faut être curieux, il faut essayer des choses. Puis, le football, ça reste que
c'est un sport de contact. Puis est-ce que c'est bon pour un jeune de 6 ans, 9 ans de jouer au football? S'il y a le bon équipement, le bon entraînement, la bonne philosophie de coaching, oui, peut-être, mais je pense que quand même d'aller vers d'autres sports quand on est jeune, c'est pas une mauvaise chose. Le football, c'est un sport qu'on peut exceller à un âge plus tard. La preuve, c'est qu'il y a plein de joueurs à Kansas City qui n'avaient jamais joué au football avant l'université, qui jouent au basketball même, puis qui ont été recrutés sur l'équipe de football à leur 2e année, puis ils se retrouvent dans la NFL. Donc, si tu es un bon athlète avec la bonne attitude, moi, je pense que tu peux commencer un sport à pas mal n'importe quel âge. Puis est-ce que toi, tu as vu la différence? Tu as dit que tu as des coéquipiers qui ont commencé le football à 6 ans, puis ont juste connu ça, le football, puis ils rêvent à tout ça depuis l'âge de 6 ans de jouer dans la NFL, versus toi qui as fait plein de sports, puis qui as commencé le football à 15 ans. Au niveau des aptitudes physiques, quand tu étais en l'équipe, est-ce que tu trouvais que tu avais plus de facilité à certaines choses que d'autres joueurs qui ont commencé plus tôt? Non, dans la NFL, il n'y a rien qui est facile, dans le sens où... non, mais je pense pas que je suis la meilleure personne parce que mon expérience NFL, tu te ramasses avec le 0.1% des meilleurs athlètes à leur position. Mais mettons au secondaire, quand tu as commencé. Mais oui, je pense que oui. Je veux dire, on le sait, il y a tout le temps comme un jeune ou deux dans une équipe qui se démarquent puis qui font comme un autre sport pendant la saison morte, puis qui font même 2 sports pendant la saison, puis c'est comme l'athlète de l'équipe, puis c'est rare que l'athlète de l'équipe fait juste un sport, je pense, quand t'es jeune. C'est souvent un jeune qui va performer dans plusieurs disciplines, puis au bout du compte, il y a des synergies qui se créent. Moi, pendant les saisons mortes, mon coach de ligne offensive dans la NFL disait comme Laurent, fais pas de football, fais autre chose. Puis c'est tellement vrai parce que je suis garde à droite, j'ai toujours la jambe droite 8 pouces plus en arrière de ma jambe gauche, mais à la fin d'une saison de football, ton corps au complet est débalancé, puis tu arrives dans la cage à squat, puis tu fais tes premiers squats de saison morte, puis tu n'es pas capable de mettre tes 2 pieds alignés. Puis tu dis comme, oh, OK, là, on est dans la super spécificité du mouvement, puis est-ce que c'est temps sain? Puis après ça, il en découle des risques de blessures, etc. Fait non, de jouer au spike ball, de faire des sports dans lesquels j'avais pas de chance de me blesser, donc pas de ski alpin, etc., parce que j'avais pas le droit, mais de faire du spike ball, on louait des gyms, on jouait au ballon chasseur avec des amis. Pour moi, le sport, il faut que ça reste ludique aussi, puis je pense que de toujours se rappeler comme qu'est-ce qui nous fait du bien du sport, puis de recréer ces petits moments-là entre amis, c'est hyper bénéfique aussi. Moi, de faire une pause mentale de football pendant 4 mois par année, ça m'amenait autant que un camp d'entraînement pouvait m'amener pour me préparer à une saison. C'est bon à dire ça parce que souvent les jeunes, ils font leur sport, ils sont dans le sport-études, puis l'été, ils font quoi? Ils font des camps d'entraînement du même sport. Non, puis en année, il y a... Ouais, je pense qu'il faut arrêter d'être dans la surspécialisation à un jeune âge. Au contraire, je pense qu'il faut ouvrir nos horizons puis essayer de découvrir le plus de sport possible, si ce n'est aussi que pour sa propre motivation intrinsèque. Si tu vas vers un sport parce que ton père ou ta mère a joué à ce sport-là, ou c'est le sport familial, ou pression sociale dans une classe d'école, ou peu importe, ben, est-ce que tu as vraiment les aptitudes pour comparer si c'est vraiment le sport que tu aimes le plus par rapport à un autre sport? Alors que si tu te forces à essayer un sport différent chaque année, quand tu es jeune, ben quand tu trouves le sport que tu aimes vraiment, tu es capable de dire pourquoi. Puis après ça, quand tu fais face à de l'adversité ou quand tu n'es pas partant parce que tu es en train de te développer, il ne faut pas oublier, au football, c'est très basé sur l'aspect physique, mais quand tu es en secondaire 1, il y en a qui font 6 pieds, il y en a qui font 5 pieds, mais 2 ans après, il y en a qui font 6 pieds 2, puis celui qui faisait 6 pieds fait encore 6 pieds. Fait pour faire face à tous ces obstacles-là, ben, je pense qu'il faut que tu aimes ton sport. Puis ça, c'est le plus important. Puis comment savoir si tu aimes vraiment ton sport si tu n'en as pas essayé d'autres? C'est un bon point. Oui, c'est vrai. Mais le problème qu'on voit souvent, c'est avec les associations, les coachs, là, quand les jeunes veulent faire, par exemple, dans l'équipe de soccer puis l'équipe de hockey, on leur demande de choisir, puis très jeunes, des fois, on en voit en 11 ans, puis là, il faut qu'ils choisissent. Mais ça, en tout cas, ça vient de plus haut que nous, mais c'est quand même un peu triste dans notre société de faire choisir des jeunes à un si jeune âge un sport, t'sais. Mais je pense que l'approche est quand même en train de changer. Il y a d'autres pays qui le font mieux que nous. On pense aux pays scandinaves. Puis mais je pense qu'on tend vers ça. La performance, ou du moins la surspécialisation puis la performance à tout prix à un jeune âge, ça exclut aussi beaucoup de monde. Je pense que pour chaque champion qu'on crée à 13 ans, il faut se demander combien de décrocheurs sportifs on crée. Puis
Je pense qu'on a des questions à se poser parce que oui, le sport, parce que c'est beau, oui, le sport compétitif, mais d'abord et avant tout, le sport pour les acquis sociaux, apprendre à perdre, apprendre à gagner, puis la santé cardiovasculaire, etc. Fait que le plus de monde qui participe, le mieux c'est aussi, surtout quand tu es jeune. Fait que je pense que c'est appelé à changer un peu aussi cette conception-là du sport qu'on a qui est très genre, qui découle clairement j'allais dire des Olympiques, mais pas juste des Olympiques, aussi de la NFL. Tout le monde fait partie du problème, mais on est très... il faut créer des champions, donc ça nous prend tant de gens, on va en sélectionner 1%, on va faire un camp de spécialisation. Mais je pense qu'il faut mettre cette vision-là, puis essayer de trouver un compromis entre ça, puis en tant que société, on va être plus actif. Puis c'est deux discours qu'il faut qu'ils se parlent. Je pense pas que les deux peuvent évoluer en silo, parce que sinon on n'arrivera à rien. C'est pour ça qu'on fait ça, hein? C'est pour éduquer la population, puis les jeunes, puis que tout le monde comprenne. Même si parfois c'est difficile quand on a un rêve. C'est tellement facile de croire que si je fais juste ça, je vais aller vraiment loin, alors que c'est pas vrai. Mais plus qu'on en parle, plus qu'on a d'exemples de gens qui se sont rendus professionnels, je pense que plus que ça va aider à changer aussi. Ouais. Peut-être une dernière question sur l'enfance, là. Mais en fait, j'avais une autre... je voulais retourner en arrière tantôt. Tu sais, quand tu parlais de... Tu étais catégorisé comme un enfant turbulent parce que tu posais beaucoup de questions. Je pense que tu as beaucoup de... Tu sais, t'as beaucoup de questionnements avec tout ce que tu fais. Comme tu parles de football, il y a beaucoup de stratégies, fait que ça t'allume beaucoup. Est-ce que tu trouves qu'il y a, dans ton parcours, au niveau du milieu scolaire, on a réussi à s'adapter à toi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou beaucoup d'adolescents qui sont dans ta situation, puis souvent, c'est beaucoup de médicalisation, etc., mais... Qu'est-ce que tu penses de... C'est tellement une bonne question, puis honnêtement, j'ai pas la réponse dans le sens où il y a est-ce qu'on s'est adapté à moi? Peut-être un peu, peut-être que moi aussi, j'ai maturé, je sais pas si ça se dit, mais je pense aussi qu'il y a je veux dire, être prof, c'est loin d'être simple là, de nos jours, puis t'as une classe de 30 avec... On aime aussi beaucoup mettre des étiquettes, je pense, sur les jeunes, puis là, tout d'un coup, c'est quasiment un casse-tête impossible, de donner à tout le monde la place qu'ils ont besoin, puis l'écoute qu'ils ont besoin, fait que c'est ce qui a causé en grande partie la grève qu'on a vécue il y a de cela quelques semaines. Je pense qu'il c'est difficile de créer un monde parfait en ce moment dans le milieu de l'éducation. C'est extrêmement complexe. Fait que moi, j'en veux pas du tout à aucun de mes enseignants. Je m'en veux pas à moi-même non plus. Puis je pense qu'au bout du compte, le sport a été la solution pour moi. Puis est-ce qu'on peut s'améliorer? Oui. Puis je pense qu'il faut investir en éducation pour créer des contextes favorables pour le plus de jeunes possible. Mais après ça, je suis un peu néophyte pour dire comment s'y prendre. Mais probablement que d'ajouter des périodes de sport dans le quotidien, ça serait déjà une bonne piste de solution. Mais je pense que c'est apporté, comme tu dis, c'est apporté à changer. On a beaucoup de changements à faire encore, mais tu sais, je pense qu'on parle beaucoup des programmes de sport-études qui se spécialisent juste dans un... Tu sais, tu peux juste faire un seul sport, mais tu sais, au Québec, il y a comme quelques écoles, je pense, qui ont commencé à introduire soit des concentrations sport, où tu fais plein de sports différents, ou je pense qu'il y a une école à Québec où dans tout ton parcours de secondaire 1 à secondaire 5, tu fais comme 20-30 sports différents durant ton parcours, puis je trouve que c'est intéressant, puis c'est important d'en parler, puis Je rêve de lancer un nouveau sport qui serait une ligue de sport mix et multisport. Je pense que ça serait... C'est vraiment une bonne idée. mais oui, moi, j'abonde dans ce sens-là. Tu sais, je pense aussi que le parascolaire a beaucoup sa place dans le cheminement d'un jeune, parce que si tu vois juste l'école, quand tu as 13 ans, puis que tu vois juste l'école comme des maths puis du français, ben je pense que c'est difficile d'être motivé à chaque jour à aller à l'école. Je pense qu'il faut créer une école qui est genre le plus stimulante possible pour un jeune, où est-ce qu'un jeune peut s'épanouir, où est-ce qu'un jeune peut bâtir sa confiance en soi, puis peut apprendre d'autres choses aussi, parce que quand arrive le temps d'aller sur le marché du travail, oui, c'est important de savoir compter et savoir écrire, mais d'apprendre à perdre, d'apprendre à travailler en équipe, ça vient du sport. Fait que le parascolaire, je pense, a sa place à jouer pour rendre l'école la plus attrayante pour les jeunes qui sont peut-être moins intéressés par les matières plus traditionnelles, puis aussi pour qu'ils puissent dépenser un peu leur énergie, je pense. Exact. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans ton enfance, un moment qui a été plus difficile, par exemple, soit en lien avec le sport, ou, tu sais, puis est-ce que tu as eu des solutions, ou qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te sortes de ça? Mais moi, quand j'ai commencé le football, j'étais
pas le meilleur joueur du tout de mon équipe. Tu sais, ma deuxième année, j'ai gagné le joueur qui s'est le plus amélioré. Tu sais, j'étais pas le MVP de l'équipe. Là. Puis je me suis quand même déplacé entre plusieurs différentes positions. Puis, moi, je pense pas que ça a été le coup de foudre nécessairement, le football. Je pense que ça s'est bâti avec le temps. Puis quand j'ai compris, tu sais, à 13 ans, t'arrives, t'as pas de référent, t'as pas écouté le football à la télévision. C'est difficile de comprendre exactement ce que tu essaies d'accomplir sur un terrain quand tu touches pas au ballon. Mais en même temps, c'est ça qui est toute la beauté, je pense, du football, de travailler en équipe sans nécessairement toucher au ballon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma position. Mais, ouais, non, ça n'a pas été le coup de foudre au début. Puis je pense que d'arriver au cégep, j'ai pas été recruté au cégep. Je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe avec mon casque, puis j'ai fait comme « Hey coach, est-ce que je peux jouer? » Puis ça s'est bien passé. Puis finalement, là, je me suis mis à progresser beaucoup plus au cégep, puis après ça à l'université aussi. Est-ce que tu penses qu'il faut être bon pour aimer un sport? Non, parce que le sport, c'est plus que juste performer. Il y a tellement de joueurs. Je veux dire, regardez les lignes de côté des équipes de football universitaire américaine. Je pense qu'il y a 95 joueurs habillés. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a 30 qui vont pas toucher au terrain dans un match, mais ils sont contents d'être là. Tu sais, il y a toute la camaraderie, l'esprit d'équipe, puis les acquis que tu fais, puis l'entraînement, c'est le fun aussi. Ouais. Mais comme pour les plus jeunes, par exemple, tu sais, souvent, comme un peu de discrimination. Puis c'est sûr que quand tu es bon dans ton équipe, on dirait que ça fait en sorte que tu aimes le sport que tu fais. Puis on dirait que c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui décrochent du sport parce que ils sont un petit peu moins bons que les autres, puis on n'encourage pas tant ça, là, disons. Je sais pas s'il y en a qui, malgré qu'ils sont pas si bons, vont tellement aimer l'équipe et tout ça, vont vouloir quand même participer au sport malgré tout. Là, je pense que c'est extrêmement plausible comme scénario, puis au bout du compte, ça revient beaucoup, je pense, au leadership et au coaching staff. Si t'as des entraîneurs qui valorisent les pratiques comme des moments où est-ce que tout le monde devient meilleur, tout le monde a un rôle à jouer, puis oui, si lui a une étiquette de partant, il y a une étiquette de partant, mais si toi, tu es capable de le rendre meilleur en pratique, tu as ton rôle à jouer sur pourquoi lui est meilleur. Tu sais, c'est toute une question de philosophie puis d'approche. Mais ça, c'est une autre histoire au complet de comment former nos entraîneurs, surtout dans des sports de contact. On peut plus mettre tous nos jeunes en rond puis de pointer deux jeunes puis leur dire de se rentrer dedans le plus fort possible. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Faut se réveiller par rapport à ça. Dans la NFL, on a le droit à 8 pratiques avec des épaulettes par année en saison régulière. 8 pratiques. Mais quand je jouais au secondaire 3, on mettait des épaulettes, un casque, on faisait les plus gros contacts possibles 5 jours semaine. Ah, wow! Fait que je veux dire, il faut qu'on change la manière. Si on change à un haut niveau, il faut que ça ruisselle vers la manière qu'on approche le football. Puis si chaque entraîneur de football au niveau secondaire, au niveau primaire, au niveau cégep, pouvait dire que on joue à un sport où est-ce que le contact est secondaire parce que le but premier, c'est de prendre un ballon et l'amener dans la zone début, ça serait déjà un bon début. Ouais. Puis tantôt, on vient de dire, tu sais, au niveau tu parlais du décrochage, des jeunes qui sont pas bons, on les met toujours souvent un peu plus de côté, puis on fait toujours jouer les All-Stars, les premiers à être choisis. Mais moi, j'ai joué au basket, puis il y a un coach, à un moment donné, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Qu'il m'avait dit, pour ton équipe, qu'elle soit meilleure, c'est ton bench qui doit s'améliorer. Fait que, lui, il a mis beaucoup d'efforts dans des joueuses pour que tu as gagné joueur le plus amélioré, des choses comme ça. C'est que tu vises à que ton équipe au complet deviennent meilleurs. Fait que là, tu donnes un rôle. Tu sais, tout le monde a un rôle à jouer dans une équipe. Quand tu joues toute la game ou tu touches pas au ballon du tout, je pense que c'est quand même important de mettre ça dans la culture du sport, de l'inclusivité puis de pas discriminer non plus les gens, surtout quand ils sont super jeunes. Tu sais pas quand est-ce qu'il va développer. Des fois, il se développe pas entre première puis deuxième secondaire, puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Puis même ça arrive souvent, pas, c'est pas grave. Mais c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que la combinaison école et sport est importante? Puis est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup... Tu sais, je sais pas aux États-Unis s'il y a la NCAA qui est super importante, puis il y a beaucoup d'athlètes ici. Tu sais, au Québec, on a la culture du hockey où on va dans la Ligue junior majeure puis on arrête l'école, dans le fond, assez vite. Mais comment tu vois ça, toi, la combinaison école et sport, quand on vise justement une carrière de haut niveau? Tu sais, le football est un bel exemple. Je pense que tu peux
tu peux pas atteindre la NFL si tu vas pas à Mhm. l'université. Puis je trouve qu'on a tendance des fois à critiquer certains, mettons, de mes coéquipiers aux États-Unis qui n'ont pas fait leur cours de la bonne façon, qui ont eu des tuteurs, mais il reste qui sont allés à l'université. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est une fierté qu'on doit avoir dans le monde du football. C'est que au lieu de regarder le verre à moitié vide, il faut le regarder à moitié plein, puis de se dire qu'il y a plein d'athlètes de plein de backgrounds socio-économiques plus difficiles qui ont eu la chance d'aller à l'université à cause de leur sport. Fait que oui, je pense que c'est un modèle qu'il faut répliquer, puis c'est un modèle qui est super important parce que les carrières sportives, je veux dire, chaque fois que tu marches sur un terrain, ça se peut que ce soit ton dernier jeu. Il faut que tu sois confortable avec ce risque-là, puis être confortable avec ce risque-là, c'est avoir aussi plan B, plan C, puis ça passe par les études pour tout le monde. Ouais. Fait que toi, dans le fond, le plan B médecine, est-ce que c'est quelque chose qui est apparu vite dans ta... Ben, c'était le plan A médecine. Ouais, Honnêtement, moi, j'étais... Au cégep, j'étais focus sur ma fameuse cotère qui rend tous nos jeunes anxieux. Puis après ça, j'étais focusé sur rentrer en médecine. Puis une fois que je suis rentré en médecine, en fait, j'ai même arrêté de jouer au football parce que tout le monde me disait que c'était pas possible de faire les deux. Puis après ça, quand j'ai décidé de rejouer au football, là, je me suis dit, je vais essayer de combiner les deux le plus longtemps possible. Je savais pas que ça donnerait la NFL. Je pense que c'est bien de rêver, mais... Mettons, vous l'avez 10 ans, oh mon Dieu, ça me vieillit. Non, même pas 13 ans, quand je suis rentré à McGill en médecine, il n'y avait pas beaucoup de modèles québécois qui avaient réussi à percer du milieu du football universitaire canadien à la NFL. Fait que, le chemin n'était pas tracé. Fait que, oui, rêver, c'est bien, mais il n'y avait pas vraiment de... Ouais, le chemin entre le point A et le point B existait Tellement intéressant que ton plan A, c'était la médecine, puis le B, la NFL. J'adore. Non, mais je pense pas que le B, c'était la NFL. C'est juste j'aimais jouer au football. T'aimais les deux passions. Ouais, mais jamais... Tu m'avais demandé, est-ce que tu vas jouer dans la NFL? Non, c'était pas... je me couchais pas le soir avec un ballon de football, là, comme certains de nos coéquipiers américains en rêvant à ça. Puis je pense que ça l'a rendu aussi le projet plus... atteignable, le fait qu'on avait une certaine naïveté parce que c'était une étape à la fois. À l'université, je me rappellerai toujours, la première fois qu'on est allé voir le doyen de la faculté de médecine, c'était... On aimerait ça aller se comparer à des athlètes au sud de la frontière. Est-ce qu'on peut avoir un mois de congé? Puis là, on est allé. Puis, est-ce qu'on peut se faire inviter au Combine? Non, c'est pas fait inviter au Combine. Est-ce qu'on peut inviter les équipes à venir? Oui, les équipes sont venues nous voir jouer, performer au Québec, puis à ça se faire repêcher. Mais je savais pas, moi, que le lendemain de te faire repêcher, tu prends l'avion, puis tu allais dans une nouvelle ville que tu connais pas, puis là, il faut que tu apprennes un livre de jeu de 300 pages, puis tu t'intègres dans un nouveau vestiaire. Chaque étape était nouvelle, puis on savait pas nécessairement c'était quoi la prochaine marche. Puis je pense que ça a rendu le rêve beaucoup plus... moins intimidant. Je comprends. Puis tu avais dit, j'ai lu ton livre Red Zone, puis à un moment donné, toi, au départ, ton rôle, tu étais en défensif. Tu étais sur la D-zone. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a proposé qu'il manquait un joueur à la O-zone. Puis là, tu as décidé d'essayer parce que c'était un peu dans ta personnalité de faire ça. Mm-hmm. Est-ce que tu trouves que ça a fait comme c'était un point tournant de ta carrière pour la NFL ou pour 100%, le football? 100%. J'aurais jamais été capable d'être un joueur de D-zone, mais de ligne défensive dans la NFL. J'ai pas les capacités physiques, j'ai pas la flexibilité, j'ai pas l'explosion. Fait que pour moi, le changement de position a été vraiment... Un point tournant de ma carrière, mais puis aussi dans l'approche du jeu, tu sais, c'est un peu peut-être boboche que je veux dire comme lien, mais tu sais, le joueur de ligne offensive, c'est comme un protecteur. Je pense que je suis plus c'est plus mon approche que d'être un agresseur, mettons, tu sais, dans la vie. Puis je pense que le jouer en équipe, le football, c'est un sport d'équipe, mais la position de ligne offensive, c'est 5 joueurs qui n'ont pas vraiment de statistiques individuelles, mis à part le nombre de sacs du corps qu'ils donnent, qui est très négatif, évidemment. Fait que c'est vraiment la force de l'unité. Puis pour que moi, je sois bon, il faut que j'aie confiance, mais aussi que mon centre soit bon, puis que mon bloqueur à droite soit bon, parce que on échange des joueurs, on doit être sur la même longueur d'onde, on doit communiquer, puis on dirait que ça me parle beaucoup plus que, mettons, le côté très instinctif et réactif de la ligne défensive. Fait que je pense que chaque joueur, chaque personnalité a sa position. C'est ce qui fait que le football est beau aussi. Puis tu as fait ce changement-là, c'était quand tu étais à McGill, en fond, à l'université. Deuxième année à McGill. Ouais. OK. Tu as commencé à étudier en médecine, fait que c'est certain que tu as appris comme plein de nouvelles choses sur le corps humain à ce moment-là.
Est-ce que ça a changé la façon, ta relation avec le sport, de comprendre plus de choses sur le corps humain? Est-ce que tu as vu un changement sur ton approche? Oui, vraiment. Puis en fait, la façon que je me suis mis à m'entraîner, surtout dans les saisons mortes, avec des kinésiologues, tu sais, on pouvait parler de vecteurs de force, puis on pouvait parler de comment être plus efficace dans notre mouvement. Puis ça, je pense que ça vient vraiment de, mettons, le peu d'orthopédie que j'ai fait, tu sais, puis capacité cardiovasculaire, anaérobique, de comprendre comment s'entraîner pour performer dans un sport qui est quand même assez bizarre, le football. Tu sais, t'es 100% pendant 5 secondes, 40 secondes de pause, 100% pendant 5 secondes, d'être capable de récupérer dans ces environnements-là. Je pense que la médecine a amené beaucoup d'interrogations puis m'a permis de peut-être mieux me préparer à certains égards. Puis est-ce que ce serait quelque chose que tu verrais comme positif pour des plus jeunes, par exemple, d'introduire des notions peut-être d'anatomie ou de physiologie chez les jeunes athlètes, juste pour qu'ils comprennent c'est quoi avec quelle machine ils travaillent, dans le fond? Ben oui, vraiment. Puis aussi la nutrition, je pense que c'est super important. Tu sais, même dans la NFL, il y a des... Je veux dire, la Ligue l'équipe fait un travail incroyable pour nous alimenter bien et sainement avec des nutritionnistes pendant toute la semaine. Puis là, on prend l'avion pour aller jouer à San Francisco. Puis le monde mange des burgers dans l'avion. Puis c'est à 24 heures du match. Puis t'es comme c'est le repas le plus important de ta semaine en ce moment. Fait que oui, je pense que la nutrition, c'est pas obligé d'être compliqué. Je pense que juste parler à un jeune de c'est quoi bien manger pour un match de football ou n'importe quelle performance sportive, bien s'hydrater, l'importance du sommeil, c'est les étirements. Je pense que c'est toutes des petites choses qu'on peut enseigner à un jeune puis qui peut faire une différence. Puis après ça, si le jeune a la curiosité, la beauté de la chose, c'est qu'il y a tellement de tribunes et de canaux de diffusion maintenant d'informations, pas tout le temps de qualité, mais les jeunes viendront écouter le podcast ici puis ça va être parfait. Mais justement, tu sais, on a d'autres athlètes qui sont venus sur le podcast puis qui étaient aussi étudiants dans le domaine de la santé. Puis ce qu'ils nous disaient, c'est que souvent, ils ont toutes les connaissances, mais c'est comme si parfois dans des situations, leur cœur d'athlète prend le dessus sur leurs connaissances médicales. Ils sont tellement comme... Tu sais, par exemple, pour faire un geste que tu sais qu'il va comme probablement te blesser, mais tu veux tellement le faire pour ton équipe que tu ignores un peu tes connaissances. Faut oublier douleur, que tu sais que ça va aller en blessure de surutilisation pour continuer à jouer. Est-ce que tu as été mis dans... Ben oui, mais... je sais pas, moi je vois pas ça négativement dans le sens où chaque... Passé 18 ans, t'es un adulte majeur et vacciné, puis au contraire, si t'as les connaissances, ce qui est dangereux, c'est de pas savoir dans quoi tu t'embarques. Tout athlète va faire face à de la douleur. Ça, c'est sûr. Après ça, de savoir si c'est une douleur qui va peut-être empirer, avoir des séquelles, ou si c'est une douleur que tu peux pousser puis qui va pas avoir de répercussions négatives à long terme, mais ça, je pense que c'est important. Puis si, avec ton background médical, tu as ces informations-là, ben après ça, tu peux prendre une décision éclairée, ou du moins tu essaies qu'elle soit éclairée, puis tu vis avec. Mais si tu n'as pas ces connaissances médicales-là, puis que tu n'as pas un personnel de soutien qui est capable de te l'expliquer, mais là, je pense que de pousser sans savoir que cette blessure-là peut avoir des répercussions, là, c'est un problème. Fait que, non, moi, je veux pas... Non, je veux pas me plaindre, mais je pense que c'est une position privilégiée d'avoir... Ouais. Est-ce que tu as vu entre le milieu du football plus récréatif et comme professionnel, semi-professionnel à l'université, une différence dans le type de blessure qui se passait? Est-ce que le fait d'être vraiment bien entouré, tu sais, dans la NFL, tout ça, il y avait des blessures différentes ou... En fait, je pense que les joueurs sont extrêmement plus explosifs, plus rapides et plus lourds, plus tu montes de niveau. Puis ça crée, je pense, un terrain plus propice pour tout ce qui est non-contact injury, tous les ligaments croisés intérieurs qui ne sont pas reliés à des traumatismes. Je pense qu'il y en a beaucoup plus tu vieillis parce que les athlètes sont beaucoup plus performants et donc on demande beaucoup plus de stress à des articulations, à des ligaments. Mais sinon, outre ça... Mais peut-être qu'il n'y avait pas tant de blessures que ça aussi. Quand on était jeune, ça? Oui. Non, il y en avait, mais je pense que c'était pas des vraies blessures. Tu sais, on s'était fait
battre physiquement, puis on avait un petit peu mal, tu sais. Mais on avait surtout mal à l'orgueil. Moi, c'est comme ça que je me rappelle de beaucoup de mes blessures quand j'étais jeune. Mais ouais, peut-être aussi on les diagnostiquait pas aussi bien qu'on les diagnostique dans la NFL. Je pense aux commotions cérébrales, qui est évidemment le gros sujet chaud et le fléau du football. Puis je pense que ça, il faut qu'on se pose des vraies questions. Mais MSK-wise, ouais, non, je pense que je pense que les impacts sont significativement plus importants plus tu montes de niveau. Puis ça crée un profil de blessure différent. Ouais. On parle de commotion cérébrale? Quand tu veux. Le gros sujet, en fait, comme tu as dit, c'est comme très... on en parle beaucoup, là, avec toute l'exposition qu'il y a eu avec les films, etc. Quand tu es rentré dans la NFL, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais, les commotions cérébrales? Oui. Est-ce que tu n'en avais pas eu encore? Non, j'avais été chanceux. Je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais ouais. Est-ce que tu as déjà eu une commotion cérébrale au football? Dans la NFL. Okay. Ouais. Puis j'ai été aussi, encore une fois, relativement chanceux, dans le sens où j'ai pas eu des impacts, des effets secondaires très longtemps. Puis c'était le dernier match de la saison parce qu'on a perdu en séries éliminatoires. Et donc, j'ai eu aucun stress de revenir plus tôt qu'une... Okay. J'ai pas eu à prendre une décision de comment je me sens par rapport à l'enjeu de jouer dans le prochain match. J'ai eu 6 mois pour récupérer. Okay. Ça a été, mais est-ce que c'est ça. Dans la NFL, est-ce que c'est toi qui prends cette décision-là? Tu sais, quand tu es prêt à retourner au sport, ou vous êtes entouré? Mais non, on est entouré. Je veux dire, il y a si ce n'est que la façon dont les commotions sont diagnostiquées maintenant dans la NFL, on laisse beaucoup moins... Je pense que le but, en fait, dans les commotions, c'est je veux dire, c'est un diagnostic qui se pose beaucoup basé sur des symptômes qui sont subjectifs, rapportés par l'athlète. Fait est-ce que c'est l'athlète qui prend la décision? Non, mais la façon qu'un athlète raconte ses symptômes peut grandement influencer s'il va jouer ou pas. Puis je pense que c'est là le défi qu'on a dans la NFL, mais dans beaucoup d'autres sports, c'est de créer un environnement où est-ce que c'est bien vu, ou du moins aussi normal et encouragé de parler de son mot de tête ou de son trouble d'équilibre que de parler de sa blessure au genou. Puis je pense que c'est là qu'on doit faire le plus de travail, c'est au niveau de l'éducation des athlètes, mais aussi du personnel, puis de créer ces contextes-là. Puis dans la NFL, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait entre le moment où est-ce que je suis arrivé, puis, mettons, ma dernière année, l'année passée, on pense aux tentes sur les côtés des lignes pour évaluer un joueur sans avoir toute la pression puis la foule autour de soi, les independent spotters qui détectent les commotions, du moins qui essaient de voir si un athlète peut avoir été sonné ou avoir eu un impact sur un jeu, les medical time-out, changer aussi les règles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de rendre le sport le plus sécuritaire possible, mais il reste que je pense que le plus important, c'est vraiment l'éducation, puis de comprendre l'impact non seulement d'une commotion, mais de retourner au jeu potentiellement en ayant encore des symptômes, à quel point là, ça peut être dévastateur. Puis je pense que à ce niveau-là, la NFL a quand même aussi évolué. Fait que ça, on pourra jamais rendre la NFL 100% sécuritaire, c'est un sport de contact. Mais est-ce qu'on peut essayer de l'améliorer le plus possible? Oui. Puis moi, au début, je trouvais ma position vraiment difficile à défendre dans la NFL en étant étudiant en médecine et joueur dans la NFL. D'un côté, tu peux blesser des gens, puis de l'autre côté, tu essaies de les traiter. Fait que c'était comme un peu paradoxal. Puis comme tu l'as mentionné, j'ai été repêché l'année où est-ce qu'il y a eu la fameuse étude, le fameux film Concussion. Fait que j'ai dû rapidement me positionner par rapport à l'enjeu des commotions cérébrales. Puis à un moment donné, je me suis dit, au lieu de voir ça comme négatif, le fait que j'ai ces deux expertises-là ou ces deux positions-là, essayons de les mettre au service du sport. Puis là, je me suis mis à beaucoup m'intéresser, puis aussi à travailler sur différents comités. Je suis sur le comité de santé et sécurité de l'association des joueurs de l'FLPA depuis maintenant 5 ans. Puis le travail qui est fait, c'est monumental. Puis des fois, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté de la part de la communauté scientifique. Mais après ça, il faut embarquer les joueurs dans ce projet-là. Puis d'avoir des gens qui ont cette perspective-là des deux côtés puis qui sont capables de vulgariser, c'est hyper important. Fait que à travers les dernières années, on a fait des projets par rapport à les meilleurs casques. Il y a Vices, qui est une nouvelle compagnie qui a été fondée par Dr. Brown, Seattle, qui a sorti un nouveau casque. Il y a même une compagnie
de Montréal qui s'appelle Collide, qui a remporté, ça le monde ne le savent pas, mais il faut le dire haut et fort, qui a remporté le meilleur casque au concours de casque de la NFL et qui va être commercialisé à partir de l'année prochaine. Fait qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'équipement, beaucoup d'améliorations au niveau de la façon de diagnostiquer des commotions, aussi le protocole de retour au jeu qui est constamment renforcé. Puis après ça, tu as toute la dynamique de les règles du jeu. Fait où est-ce qu'arrivent les commotions cérébrales, puis est-ce qu'on peut changer des règles pour garder l'essence du football, mais le rendre plus sécuritaire. Donc, on pense au changement de règles au niveau des bottées d'envoi, retour de bottées d'envoi, changement de règles au niveau de comment plaquer la protection sur un corps arrière, etc. Puis, après ça, si ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut aussi donner des amendes aux joueurs. Fait que si un joueur plaque de la mauvaise façon, utilise sa tête, ou du moins utilise le dessus de sa tête pour initier un plaqué, ça arrive avec une enveloppe, ça vient avec une enveloppe le mercredi dans ton casier, qui sont quand même une facture assez salée. Fait quand tu mets tous ces facteurs-là ensemble, on a vu une diminution depuis 2015 des commotions cérébrales assez significative, avec le plus bas point en 2018-2019, qui est le moment où est-ce que, dans le fond, toutes ces mesures-là, ces 4 approches-là ont été mises simultanément ensemble. Donc, il y a un meilleur environnement dans les stades, un meilleur protocole de diagnostic qui a initialement donné une augmentation des commotions, mais qui éventuellement les a réduits aussi. Les tentes sur les côtés, les changements de règles, les meilleurs casques, les amendes. Puis là, c'est ça, on s'en va dans la bonne direction. Puis est-ce que là, c'est dans la NFL, est-ce que il y a déjà comme un chemin à faire comme vers la NCAA ou même au secondaire? Est-ce qu'il y a des changements de règles qui se sont inspirés de la NFL pour le moment? Ou? Bonne question. Je ne sais pas au Canada par rapport. On ne joue pas exactement le même football non plus. Fait que je ne pourrais pas te dire exactement. Mais encore une fois, je pense que où est-ce qu'on peut faire le plus de gains le plus rapidement, c'est en changeant la culture. Puis en quand tu joues au secondaire, c'est pas vrai que tu es un médecin sur les lignes de côté à chaque match. Fait qu'il faut que ton personnel, ton coaching staff, ton physiothérapeute, ton kinésiologue qui est là soit au courant. Puis, je veux dire, si tu manques un match dans la NFL en séries éliminatoires, comme on peut peut-être argumenter que ça peut avoir des répercussions sur ta vie. Okay? Mais si tu manques 2 matchs de plus quand tu es jeune, parce que tu veux vraiment être sûr de rétablir une commotion, on s'entend-tu que ça... Je veux dire, en tout cas, je vais arrêter là. Parce que ça me parle. Mais tu peux le dire, là. Non, mais tu peux y aller. S'il y a un coach, mettons, j'avais des enfants, puis il y a un coach qui a une commotion, un jeune a une commotion cérébrale, puis le coach a un doute, mais renvoie le jeune quand il a 15 ans. Tu sais, franchement. Mais c'est pour gagner. Oui, je sais. Mais prenons une grande respiration, puis voyons les faits. Je suis 100% d'accord avec ça. Parce que nous, on essaie d'argumenter que ça devrait pas être un facteur dans la NFL. Si tu joues pas à un match ou si tu es coupé ou dans une carrière de 2 ans avec des contrats pas garantis, je veux dire, chaque match, c'est 1/16e de ton salaire. Tu joues en moyenne 32 matchs dans ta carrière. Tu joues 2 ans. Si t'en manques un, c'est immense. Mais quand tu joues à 15 ans, on s'entend-tu? En tout cas. C'est important sur le moment, mais 100% d'accord, il faut relativiser les choses. Puis surtout que peut-être que le fait de manquer ce match-là, mais ça va faire en sorte que tu vas finir la saison en forme, puis que tu n'auras pas eu d'autres blessures, puis que justement, tu vas te rendre plus loin. Fait que... non, mais oublions le sport. Ça va faire aussi que tu vas pouvoir lire, que tu n'auras pas besoin de redoubler un cours de maths. Je veux dire, arrête. En tout cas, moi, c'est... Puis c'est tous ces changements-là qui se font plus comme par l'administration, les scientifiques, etc. Toi, ayant été vraiment dans le inside de la NFL, est-ce que les joueurs, ils sont pour ça? Ou tu sais, comme l'attitude est très... Non. Les joueurs sont... Les joueurs sont pour ça. Tu sais, je pense qu'évidemment... Non, les joueurs sont pour ça. Non, pour vrai, les joueurs sont pour ça. Puis je pense que ça s'est fait progressivement. Tu sais, il y a 6 ans, j'aurais peut-être pas eu la même réponse, mais là, clairement, oui. Puis ça prend du temps, tu sais, changer une culture d'entreprise, mais une culture d'équipe aussi. Puis l'éducation, puis de pas rire de ces symptômes-là, de pas stigmatiser les gens qui ont ces symptômes-là. Je pense que c'est hyper important, puis ça change. Tu sais, c'est arrivé plusieurs fois, mettons, dans les dernières années où est-ce que j'étais à Kansas City, mais aussi avec New York, où est-ce qu'il y a des joueurs qui étaient comme... Tu voyais qu'il y avait eu un impact sur le terrain, puis que d'autres joueurs sont allés le voir et se sont dit « Hey,
va-t'en. Oui, tu me dis que t'es correct, mais va te faire évaluer. Ça, pour moi, quand je vois ces moments-là, ça me donne espoir. Ça me donne espoir qu'on va être capable de changer la façon dont on approche les traumatiques crâniens. Mais il faut le dire aussi, comme une commotion cérébrale, c'est quelque chose qui peut être pris en charge vraiment rapidement puis facilement, mais il faut le savoir dès le début, pour avoir couvert des matchs ou des équipes sportives. Des fois, les jeunes, ils ont des symptômes et ils viennent te le dire 4 jours plus tard. 4 jours de symptômes sans être bien encadré, c'est déjà, ton pronostic est déjà moins bon versus le dire tout de suite, puis avoir comme un pronostic meilleur, puis retourner au terrain plus rapidement aussi. Puis, je sais pas, vous avez sûrement des tests ou des screenings de pré-saison. Puis souvent, nous, c'est souvent le SCAT-5 ou maintenant le SCAT-6 qui est fait de pré-saison, puis le test impact. Mais c'est beaucoup de données subjectives, etc. Fait que nous, on se rend compte qu'il y a des jeunes ou même des athlètes universitaires qui sous-estiment, qui font exprès un peu pour avoir des cotes quand même assez bas dans ces tests-là, pour que justement, quand ils font leur test post-commotionnel, ils passent plus facilement. Est-ce que toi, tu as vu ça dans ton parcours universitaire ou c'est pas quelque chose qui... C'est une des choses les plus stupides que j'ai entendues. Mais ça arrive très, très, très souvent. Faut pas, mais quand on parle d'éducation, je pense que ça en fait partie. Leur test après la commotion cérébrale, qu'on remarque que le score de baseline était relatif, c'était trop bas. Fait que souvent, les joueurs, ils font ça pour... Souvent. bypasser. En tout cas, OK, ça se peut. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu avec le professeur Louis de Beaumont récemment au podcast qu'il va y avoir un test objectif, un genre de forme de scan qui va pouvoir diagnostiquer les commotions. Fait qu'on va pouvoir... Oui, puis il y a aussi des marqueurs sanguins maintenant aussi, je pense, qui sur le Oui, on commence à tester ça. Nous autres, justement, avec le comité de santé et sécurité de l'Association des joueurs, on vient tout juste d'ouvrir un grant application pour de la recherche sur la relation entre la flore intestinale, le gut microbiome et les commotions cérébrales. Fait que je pense que c'est évolué c'est amené à changer parce qu'on a besoin d'un marqueur objectif. Oui, c'est ça. Si ce n'est aussi que pour la récupération aussi, d'être capable de monitorer le retour au jeu d'une autre manière que le 5-step return to play protocol qu'on a en ce moment. Ouais. D'autres questions sur les commotions? Non, je pense que c'est pas mal. On est super curieuse d'entendre parler de ta fondation. C'est quoi la mission? La mission, on en parle beaucoup depuis tantôt indirectement, non pas des commotions cérébrales, mais juste de créer un environnement à l'école où est-ce que les jeunes peuvent se réaliser, s'épanouir. Puis en fait, la mission de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, c'est cette espèce de triangle-là, l'équilibre entre le sport, les arts et les études. Pour nous, les études sont... En fait, pour nous, les arts et le sport sont des moteurs importants pour accrocher nos jeunes à l'école via le parascolaire. Puis c'est ça qu'on a décidé de lancer. En fait, on a un programme qui s'appelle la 6e période. On est présent dans 8 régions du Québec. On a à peu près 70 employés sur le terrain qui donnent des cours en parascolaire aux jeunes. Puis un jeune ne peut pas choisir. Fait qu'on parlait de l'importance de l'équilibre tantôt. Il vient avec nous pour 12 semaines. 12 plages horaires de l'heure de dîner, où est-ce qu'il va faire 6 activités sportives différentes et 6 activités artistiques différentes, et il n'y a pas le choix de faire les deux. Puis pour nous, c'est justement cette idée-là d'offrir aux jeunes un paquet d'expériences différentes, de mettre aussi les jeunes sur un pied d'égalité en termes d'habileté. On joue pas on fait pas de soccer, on fait pas de hockey, on est vraiment plus dans des sports comme les arts martiaux, le yoga, des sports que les jeunes n'ont pas nécessairement eu la chance de pratiquer. Puis ça permet de faire fleurir d'autres jeunes qui sont peut-être plus stigmatisés comme étant des moins bons athlètes. Puis même chose au niveau des arts, toute la créativité, puis tout ce que ça peut apporter à un jeune. C'est fou, je lisais il n'y a pas longtemps, un jeune qui fait 1 heure d'activité artistique par semaine a 4 fois moins de chances d'être un décrocheur en secondaire 5. Fait que l'impact d'avoir des activités créatives dans le milieu scolaire est tellement importante. Fait que, bref, c'est ça la mission de la Fondation, c'est de déployer ce programme-là qu'on appelle la 6e période. Fait que c'est comme la 6e période du parcours d'un jeune, de la journée d'école d'un jeune. Puis ça se passe sur les heures de dîner, aux écoles primaires, 5e-6e année. Puis moi, j'aimerais ça pouvoir grandir ce projet-là. Je pense que on a commencé ça en 2017. Puis là, ça fait 3 ans qu'on déploie le programme. Puis jusqu'à maintenant, les retours sont vraiment bons. Puis quand tu vas dans les écoles, puis pour
justement, qui font le programme, là, est-ce que tu as un speech motivationnel que tu fais? C'est quoi tes messages clés que tu passes dans ces... Ben là, moi, je me déplace je me déplace autant qu'avant dans les écoles, mais on a de plus en plus d'écoles, donc les jeunes ont de moins en moins de chances de me voir, malheureusement. Puis ça me manque beaucoup. Tu sais, j'aimerais ça être partout, tout le temps, mais la réalité, c'est que gérer une fondation, c'est aussi lever l'argent, encadrer le personnel, etc. Mais chaque fois que j'ai la chance d'aller dans les écoles, pour moi, c'est une question d'équilibre. Tu sais, puis l'importance d'essayer d'être curieux, de ne pas être dans la performance à tout prix, d'essayer des nouvelles choses, des activités. Au pire, t'aimes pas ça, mais t'auras essayé. Puis je pense que le programme reflète vraiment ce message-là d'équilibre puis de curiosité. Puis quand tu vois l'étincelle dans les yeux des jeunes, on dirait que ça tu fais comme récompense. c'est facile. Tout d'un coup, ça vaut la peine. Puis on est dans 34 écoles. Notre but, c'est d'aller dans une centaine d'écoles dans les 3 prochaines années. Fait qu'on a du pain sur la planche. Ouais. C'est bien dit. Je sais pas si tu as d'autres questions, Lily, mais moi, une chose que j'aimerais savoir, c'est maintenant, avec tout ton background, avec tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à Laurent Petit, quand tu étais petit, tu sais, comme, OK, j'ai un petit conseil pour toi là, qui va t'aider dans la vie? Ben, je pense que si j'avais été capable de me mettre dans la peau des autres plus tôt, tu sais, de comprendre mes actions, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact sur mes coéquipiers, mes enseignants. Je pense que ça aurait peut-être fait de moi une meilleure personne plus jeune. Je pense que je suis quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup de place, puis si j'avais eu cette capacité-là plus jeune, puis je travaille encore là-dessus, c'est pas facile, mais à se demander OK, comment les gens peuvent avoir perçu ça? T'sais? Je pense qu'on évolue beaucoup, puis on est plus dans un mode collaboratif et de bienveillance, puis le sport amène un côté très compétitif, puis moi je l'ai, ce côté-là. Fait que je pense qu'il faut travailler l'autre penchant plus empathique et bienveillant. Super. On a Karianne, notre assistante, qui nous aide, qui est étudiante en médecine. Elle avait une question brûlante. Oh wow! Elle a lu attentivement tes livres, puis dans un des livres, ça dit que quand tu étais dans la NFL, il y a un de tes coéquipiers qui aurait dit « Moi, si j'étais docteur, je jouerais pas dans la NFL. » Oui. Pourquoi tu penses qu'il a dit ça? Ben, je veux dire, bonne question. mais je pense qu'on connaît trop peu la réalité de beaucoup de joueurs NFL. Tu sais, en fait, la NFL amène plein de joueurs de plein de backgrounds différents, plein d'histoires différentes. Puis, tu sais, j'ai joué avec des coéquipiers qui n'aiment pas jouer au football. Tu sais, puis ils le disent ouvertement. OK. Juste, I'm good at it. Tu sais, puis je suis bon au football. Est-ce que j'aime pas ça, mais c'est extrêmement lucratif, puis ça va permettre de changer la trajectoire de toutes mes générations futures, tu sais. Puis ça m'a pris du temps à comprendre, parce que moi, je suis tellement passionné de mon sport, puis si je pouvais, je jouerais encore, puis je jouerais pour les 10 prochaines années. Mais ça, c'est une réalité du football. Puis je pense aussi qu'on a tendance à vraiment mettre les médecins sur des piédestals aux États-Unis, au Québec aussi, mais on comprend pas nécessairement aussi tous les sacrifices, puis tout le travail, puis les gardes de nuit, puis tout ça. Puis je pense qu'on voit juste le médecin dans sa blouse blanche. Fait que pour plusieurs, c'est comme le symbole ultime de la réussite. Puis c'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de football qu'on me demandait « Qu'est-ce que tu fais ici? » Pourquoi? Puis on dirait que maintenant, je comprends plus pourquoi il me disait ça. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire le 11 février? Fêter ma fête. C'est ta fête la même journée? C'est ma fête le 11 février. Pourquoi? Ben, c'est le Super Bowl. Ah ouais? Non, mais... Comment tu vas te sentir? Ça va être comme... En plus, c'est un duel... c'est le même duel qu'en 2020. Oui, c'est ça. 49ers contre Chiefs. Fait que... ouais, je pense que je vais prendre pour les Chiefs. Ouais. Est-ce que tu vas y aller? Non. Non, mais c'est drôle, comme... Pendant la pandémie, quand j'ai décidé de rester ici, chaque match que j'écoutais à la télé, c'était comme un petit pincement au cœur. C'était difficile. Okay. On ne pouvait pas le regarder. Il y avait le couvre-feu. Il y a des matchs que j'ai vus. Je travaillais en CHSLD. Tu fais les rondes de médicaments le matin, puis les patients écoutent Sport 30, puis voient les reprises vidéo du match la veille. Écoute, il y a eu tellement de moments où est-ce que j'étais comme complètement
chamboulé, mettons. Puis là, on dirait que vu que j'ai pris ma retraite selon mes propres termes, on dirait que je suis comme vraiment en paix avec ça. Puis je regarde les matchs, puis je fais oh mon Dieu, que je serais plus capable. Parce que c'est tellement dur physiquement, puis on dirait qu'à la télévision, il y a peut-être ce côté ralenti, très close-up, que tu fais comme. Ça fait grincer les dents des fois quasiment. Parce que là, c'est encore tes amis qui sont... Ben oui. Ça doit être tellement je les ai textés bizarre. après le match dans la fin de semaine contre les Ravens, puis je suis tellement content pour eux. Trey Smith qui joue la position de garde à droite, quand je me suis cassé la main en retournant avec les Chiefs en 2021, ben c'est lui qui joue maintenant, c'est son année de contrat. Fait que je suis super content pour lui. Nick Allegretti, garde à gauche, qui remplace Joe Thuney, qui est un joueur d'échecs incroyable avec qui j'avais vraiment du fun. C'est le fun de voir cette ligne offensive-là qui continue d'exceller, puis de voir que les gars continuent d'être... en fait, ça en dit long, je pense, sur une organisation aussi, quand tu essaies de garder tes joueurs, puis une chimie, parce que c'est tellement important. Je le disais tantôt, le poste de joueur de ligne offensive, tu peux pas être meilleur que le gars à ta droite puis le gars à ta gauche. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de cette position-là. Une position d'équipe. 100%. Est-ce que tu as regretté de ton choix? Pendant la pandémie, de venir ici versus... Non, ça a été dur. Mais non, j'ai jamais regardé en arrière. Je pense que je vis beaucoup mieux. Je pense que le Super Bowl, la transition avec la pandémie, de sentir que je pouvais redonner, je pense que je me serais senti vraiment impuissant de jouer au football. Mon psychologue sportif dit tout le temps, rappelle-toi que le football, c'est de bouger une petite balle de cuir sur un terrain de gazon. Puis on dirait que en sachant ça, je pouvais pas aller faire ça quand il y avait autant de souffrance. Puis moi, je pense que ça a aussi amorcé cette transition-là vers l'après-carrière d'une certaine façon, parce que je suis retourné après. Oui, mais j'ai été échangé, j'ai été partant pendant les 8 derniers matchs de la saison. La saison d'après, j'ai commencé ma résidence, mais j'ai décidé de retourner jouer, mais un petit peu moins à chaque année. Je pense que ça l'a comme... C'était pas progressif. Ouais. Puis après 9 ans, je pense que c'est... Je ne peux qu'être fier de ce que j'ai fait dans la NFL. J'ai certains petits regrets, il y a certains moments où est-ce que j'aurais aimé mieux performer, mais comme n'importe quel athlète. Mais overall, quand je regarde ma carrière, je suis fier de ma carrière. Puis là, tu recommences ta résidence bientôt? Ouais, j'aime mieux pas trop le dire fort parce que je sais que ça va être difficile, fait que je veux pas mettre les attentes trop hautes. Mais ouais, je retourne dans le... Comment tu vois ta carrière de médecin? Parce qu'on sait aussi que tu es entrepreneur, tu fais plein d'autres choses. Est-ce que je quoi? Est-ce que tu te vois déjà comme être un médecin de famille, avoir une pratique en médecine du sport peut-être, ou peut-être juste terminer ta médecine? Ben, je vais rester près de l'écosystème de la santé, c'est sûr. Ministre de la Santé? Non, je ne crois pas. Ça serait bien quand même, non? Pas tout de suite. mais non, mais peut-être plus... Je pense qu'il faut que je trouve un sens à toute cette tribune-là que j'ai bâtie avec les années dans la NFL. Puis j'essaie de le faire, que ce soit mes partenariats à l'extérieur du terrain quand j'étais joueur, la fondation, la promotion de la santé, mais d'un point de vue médecine préventive, prévention primaire, saines habitudes de vie. Fait que je pense que d'avoir la crédibilité de la médecine va me permettre de mettre encore plus de l'avant des projets de santé populationnelle, puis de santé publique, mais peut-être aussi avoir une certaine forme de pratique. Mais tu sais, je suis au balbutiement de tout ça. Tu sais, les gens... moi, je dis tout le temps, ça fait 9 ans que je redouble. Fait que, donnez-moi une chance, il faut que je me place. C'est ça que je vais faire dans les prochains mois. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Ben oui, je pense pour finir, si on te demandait de donner 3 conseils à nos jeunes sportifs ou qui aimeraient faire de l'activité physique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? D'écouter le podcast, de le résumer, puis de le lire à voix haute, puis ça va être à peu près ça. C'est tellement une bonne idée! Non, mais dans le sens où on en parle depuis tantôt, mais tu sais, d'être curieux, de ne pas focusser seulement sur un sport, de faire attention à son corps, de se poser des questions qui vont plus loin que juste la performance qui est devant toi, de voir le sport comme une façon d'apprendre à perdre, d'apprendre à gagner, d'apprendre à travailler en équipe, de voir le sport aussi comme une fenêtre sur le monde, parce qu'on a tendance à tout le temps s'entourer des mêmes gens, des mêmes amis qui pensent comme nous, mais le sport amène des gens de plein de backgrounds différents, puis ça, c'est extrêmement riche.
Puis de ne pas oublier l'école là-dedans parce que l'éducation, c'est ce qui va nous amener dans notre prochaine phase, que ce soit parce qu'on prend notre retraite dans la NFL après 9 ans ou parce qu'on s'est tordu la cheville en secondaire 3 puis on a décidé de changer de sport. Tu sais, je pense qu'il faut être conscient que le sport est éphémère d'une certaine façon puis que ce qui va rester, ben, c'est notre éducation, c'est notre plan A au bout du compte. Puis, ouais, je pense que ça fait le tour. Je pense que c'est très bien dit. Oui, un grand merci, puis on souhaite vraiment bonne chance dans tes projets futurs. Merci. Merci à toi.